Quand la crise sanitaire s'est abattue sur le pays, l'image d'un arbre résistant et le court poème écrit pour le louer et lui répondre m'ont permis de relativiser la situation et de passer ce cap difficile. Enfin, la nature restant la plus belle scène de théâtre, il était important, malgré la crise sanitaire, que les arbres et la poésie continuent de faire bon ménage. Ce livre est donc pour moi une bouffée d'oxygène entre un couvre-feu et 2 confinements. Une façon comme une autre de souligner que le miracle existe, en dépit de la crise. Comme nous devions nous tenir à distance, rien n'interdisait d'embrasser les arbres et de nous accrocher à leurs dernières branches. Je me suis aperçu que durant la période si particulière que nous vivions, j'éprouvais grand besoin de dialoguer avec les arbres et de les voir répondre à mes avances. Ces mots et ces images me font du bien et j'aimerais que les lectrices et les lecteurs en profitent aussi. J'ai la chance de posséder un grand nombre de photos prises au cours de mes périples, que ce soit en Amérique, dans l'Europe ou en Afrique. Et on peut en retrouver certaines dans le livre, d'ailleurs, et au hasard des pages. Comme par exemple ce cèdre bicentenaire, plus que bicentenaire, de Lisbonne, le Douglas du Montana, l'érable du Québec, ceux de Mauricie ou de Gaspésie, le fromager d'Assouan, tout au bord du Nil, le palmier géant de Californie, le séquoia d'Amérique, que dire, le sophora du Japon. Bon, j'ai donc écrit en repensant à eux et à tous ceux que je rencontre chaque jour. Je me revois encore au frais de l'air en train de me dire qu'il était temps d'adhérer au cri de l'arbre. Parfois il m'arrivait de buter sur son âge ou sur son nom, mais il me faut l'avouer, beaucoup d'entre eux s'attardaient avec moi plus longtemps que prévu. Disons que ma démarche fut celle de me rapprocher, à pas feutrés, je reconnais, de converser avec l'arbre dépouillé et inquiet, et de souligner d'une main heureuse que notre destin est lié au sien. Finalement, je pense qu'elle se rapproche de celle des autres livres que j'ai publiés, comme par exemple Des mains unies à l'invisible. C'est un recueil paru en 2017 aux éditions Prolégomène. Il était dédié aux sans-abri, aux oubliés vivants, comme on dit. Hum, je ne sais pas. Disons qu'assis, couché, debout, statique, en courant dans tous les sens, sans doute pour me semer, l'écriture finit toujours par me rattraper, m'interroger sur l'injustice, les êtres cabossés ou les choses de la vie. Enfin, pour ce qui me concerne, je tente modestement de répondre à haute voix, le plus souvent, entre 2 cantates de Bach ou lorsque j'écoute une mélodie de Bill Evans ou de Miles Davis. Euh, Arthur Rimbaud, bien sûr, que j'ai découvert très jeune avec Le Dormeur du Val. J'ai compris, bon, je crois que j'avais 10 ans, dans une Algérie meurtrie, que je ne serais plus jamais seul. Après, Louis Aragon bien plus tard, rencontré en 1977, oui, en 1977, lors d'une exposition à Marseille, à la Vieille Charité, et avec lequel j'ai eu un bel échange, un bel entretien. Il m'avait dédicacé un livre, je lui avais lu un poème, écrit pour lui et pour Elsa. Ce fut vraiment une riche rencontre. Ensuite, il y a Boris Vian, oui, que j'ai eu la chance d'interpréter plusieurs fois au théâtre, en France et en Belgique. Sans oublier Antonin Artaud de Marseille, Garcia Lorca ou Pessoa, bien sûr.
J'appelle ça mes auteurs de survie, mes complices de toujours. Oui, je sais, certains amis qui me connaissent, diront que j'ai oublié de citer Prévert, Jacques Prévert et René Char, mais bon. Emily Dickinson aussi, oh, la belle Emily Dickinson. Mais il fallait faire court et la justice est réparée. Oui, je suis un grand lecteur mais c'est depuis mon service militaire. Ça m'a servi à rattraper le retard. Le temps disponible m'a bien rendu service. Je garde en mémoire d'ailleurs ces soirées inoubliables, les lectures de poésie que nous faisions à haute voix, organisées chaque soir dans notre unité, et ce qui permettait de nous évader de la caserne, comme on dit. La botanique, c'est plus récent. Avec, avec la forêt, endroit magique et reconnu, nous n'avions que des relations visuelles et tactiles. Je caressais les arbres quand même. Jusqu'au jour où j'ai ouvert le livre du forestier allemand Peter Wolleben, je crois, ouais, Peter Wolleben, La vie secrète des arbres. Un livre fascinant. À partir de là, j'ai su qu'en plus de la langue des signes et de quelques poèmes, nous pouvions vivre, eux et moi, une plus grande passion ensemble. Oui, oui, j'écris assez régulièrement, mais il m'arrive de m'accorder des pauses salutaires, plus ou moins longues d'ailleurs. Regarder, toucher, sentir, tendre une oreille suffit à mon bonheur. Mon grand-père, lui, parvenait à rendre chaque instant éternel et sacré. Ah, je me souviens, oui. Je me souviens que, enfant, que nous faisions tous deux de riches balades, silencieuses, en forêt, dans la pépinière, comme il l'appelait. C'était un héros de la Grande Guerre et il connaissait tous les secrets de la forêt. C'était pour moi un grand poète, sans écrire une seule ligne. Après, quelques années après, c'était comme mon Papageno, disons, pour parler de la flûte enchantée. Il était digne et envoûtant, et il parvenait à siffler de mille façons. Il savait se faire comprendre des oiseaux, vraiment. Il connaissait la langue des oiseaux. Il connaissait aussi parfaitement l'environnement. Baigné dans l'inconnu, j'aime assez cette idée de partir à l'aventure. Oui, oui, se promener en forêt ou en lisière des villes, plonger dans les marges, se nourrir de rencontres, de sensations extrêmes, interroger ceux que d'autres croisent sans voir la plupart du temps, ce que l'homme prend parfois pour du bois sans importance. Ah oui, les États-Unis avec le Yellowstone, si je me souviens, le Québec avec la Gaspésie, ils sont beaux du monde. Ce fut pour moi une belle source d'inspiration. Enfin, je dois l'avouer quand même, la plus belle photo, elle hésite à s'offrir au regard. Et le plus beau quatrain, pour moi, il reste encore à écrire. Ce qui me rassure, c'est que d'autres le feront à ma place. D'autres que moi seront là pour écrire ou photographier. Demain, un nouvel appareil, plus moderne sans doute, réussira à capter la chaleur des arbres. Un nouveau poème, avec ces jeunes qui nous entourent, révélera le flou qu'ils entretiennent. En attendant, j'ai écrit ce livre et vous voilà prêt à devenir rêveur peut-être. Euh, Là, je crois qu'il faut revenir à mes 10 ans et aux dormeurs du Val. C'était un jour ensoleillé, sur le chemin de l'école, et dans un pays, je dirais, habité par des conflits. C'était après le tremblement de terre, déjà, donc une drôle de période.
Je l'ai vu planté là, au pied d'un peuplier. C'était un soldat rebelle, ou pas, adossé à cet arbre, jambes et poings liés, le ventre rouge comme la cornaline. Il avait 2, 3, 4, 5 trous rouges, au côté droit ou partout ailleurs. Enfant, j'espérais que l'arbre puisse au moins veiller sur lui. L'arbre, cette chose meurtrie, l'arbre meurtri malgré lui, ouais. Comme s'éloigner, je garde en mémoire le chêne de Guernica, au Pays Basque, tenant tête à l'ennemi, ou l'arbre aux 40 écus, je crois que c'est le seul qui a résisté aux radiations nucléaires d'Hiroshima en son époque. Voilà sans doute pourquoi la cause des arbres héroïques me sert aussi à défendre celle des opprimés. Je pense à certains peuples comme les Indiens d'Amérique, qui m'est arrivé de rencontrer et qui m'ont permis de ne pas me rétracter dans la stupeur. Je me suis produit en 2016, je crois au mois d'octobre, le 17 octobre 2016, au New York Poet Café, c'est un café mythique de New York, fréquenté en son temps par Allen Ginsberg de la Beat Generation. Et là, j'ai pu dire l'un de mes textes, évoquer le sort qui est réservé aux Indiens. Ces Indiens, d'ailleurs, qui ne cessent de nous mettre en garde contre la déforestation. Et je me souviens d'un vieux dicton, je le sais de tête, les arbres sont les piliers de l'univers, et quand le dernier arbre sera abattu, le ciel nous tombera sur la tête. Ouais. Hélas, nous ne sommes pas prêts à les entendre, je crois, puisque 2000 chênes de centenaires devraient être battus prochainement pour la charpente de Notre-Dame de Paris, là, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Pourtant, le vieux proverbe arabe dit « Ne coupe pas l'arbre qui te donne de l'ombre ». Enfin, si ça peut servir au bel habit de bois. Quant à la place de l'arbre dans ma vie quotidienne, elle est primordiale. Hein. Vous savez que la preuve, c'est un chêne vient saluer ma fenêtre chaque matin et mon regard s'en accommode aisément. J'utilise un appareil Nikon D5200, quelques années. Parfois même mon portable, mon smartphone, ça sert pour ne pas m'encombrer si je suis seul. Mais je dois avouer que les yeux voient bien mieux que ces appareils-là. Non, 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 non. Après celui-là, disons qu'il y aura un ou deux livres qui sont déjà finis, qui parlera de poésie marionnette avec ma compagne, qui est formidable ce livre. Et là, pour l'instant, je profite des instants offerts pleinement. Et j'attends que les mots coulent en une eau claire et que l'image bienfaitrice recèle de nouveaux poèmes. Et je suis bien là. On est bien entre deux confinements, entre deux couvre-feux.